Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi. Euh, Déjà, j'espère que vous allez bien, vous. Moi, ça risque d'être compliqué, je vais éviter de trop m'emporter comme d'autres fois dans mes vidéos pour éviter de déranger mes voisins. Euh, comment dire? Vous l'aurez vu dans la miniature et dans le titre de la vidéo, ça va pas être fun comme vidéo. Non, 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 vraiment pas. Du coup, bon, je vous mettrai en lien en description la seule, enfin l'une des seules vidéos que j'avais faites pour positiver, on va dire, sur le projet de James Gunn de Superman. Donc, je vous mettrai ça en description. Là où le bonhomme il avait dit qu'il allait faire des reshoots parce que Warner Bros et DC sont en conflit dans les coulisses des studios et qu'ils sont en train de revoir ça pour reshooter le film et pour qu'il soit comment dire moins chiant à regarder, hein. N'est-ce pas Jimmy la fripouille? Parce que je suis obligé de te rappeler comme ça, Jimmy. Excuse-moi, Jimmy la fripouille. Parce que on va lire le synopsis hein, d'Allociné que Allociné nous a posté là. Et bien sûr, je vous mettrai en lien en description. Euh, du coup, le lien pour aller sur la page de Superman de 2025. Donc voilà. On va lire le synopsis qui est juste là, d'accord? Pour ça, c'est de la pub, on s'en bat les couilles. Bref, vous voyez que page Superman qui est disponible sur Allociné. Film qui dure 2h09. Film qui dure 2h09. Ce qui est un peu particulier parce que quand tu vois tous les personnages qui rentrent dans le film, quand tu vois toutes les sous-intrigues, quand tu vois tout le lore qui est mis dedans, alors que tu as la moitié du lore qu'on n'a même pas vu avant, qui a été mis en hors champ et qu'en fait on va rentrer comme ça dans un univers encore une fois avec des nouveaux personnages qui sont jamais venus au cinéma, qui sont jamais apparus au cinéma dans l'univers d'ici, dans le sens où en fait on va découvrir Crypto, on va découvrir les robots là de la forteresse de solitude, on va découvrir Guy Garner, machin, tous ces personnages là qu'on n'aura même pas vu dans des films avant, là où l'intelligence veut que dans un début de saga, surtout dans un truc de super-héros, c'est que tu instaures peu à peu les personnages, d'accord? Et je suis même certain qu'ils vont même pas faire de spin-off, hein. Non, non, non. En fait, ce film-là, ce qui me pose problème avec Superman de Gunn, c'est que c'est littéralement un film pour les fans. Là, on se plaignait certes de Zack Snyder et de Batman vs Superman qui ont voulu accélérer les choses, mais apparemment la version de 3 heures rattrape beaucoup de choses de ce qu'on m'a dit et comment dire, est plus fluide pour comprendre beaucoup d'éléments. Même si Man of Steel, ça reste le meilleur film d'ici dans le sens, pour moi, dans le Snyderverse, ou pour moi personnellement, c'est un film qui se suffit à lui-même et qui est un film sur Superman, qui est focalisé sur Superman, et c'est ça qui marche, mais bon voilà. On va pas perdre plus de temps. Bon, petite, juste petit aparté avant de commencer la vidéo, pour ceux qui vont dire que je gueule sur des gens, des communautés de fans, que je les respecte pas, que je les insulte, que je suis virulent. Certes, à certains moments j'ai été un peu trop virulent, j'en excuse, j'en suis désolé, mais c'est vrai que là où je m'excuse pas complètement, les gars, c'est que je m'attaque malgré tout à des gens dans les communautés de fans, tout ça, qui sont non seulement beaucoup trop, qui sont non seulement beaucoup trop bon public sur ce qu'on nous propose dans la pop culture, mais en plus n'essayent même pas de prendre du recul ou sont malheureusement dans leur prisme de subjectivité et dans leur subjectivité ils transforment ça de la, ils transforment cela et l'imposent comme de l'objectivité en fait. Ça me dérange beaucoup de voir des gens qui vont dire oh ils peuvent encore reporter un petit peu tel projet, le temps qu'ils fassent bien les choses. En fait, à chaque annonce qu'ils vont annoncer, à chaque annonce sur un sujet de film, machin, qu'ils vont annoncer dans le cinéma, c'est ce genre de youtubeurs là hein, que je salue hein, et qui me voient, ça c'est clair net, qui me voient très bien, qui savent très bien de quoi je parle hein, et à qui je m'adresse, vous les autres là, hein, tous ces gens là qui sont beaucoup trop bon public, machin, beaucoup trop indulgents, d'accord? Ce genre de projet là qui se remettent pas forcément en question pour certains, hein, pas pour tous, hein, et qui en fait sont là juste à avaler ce qui est avalé, tu vois, et juste à faire du clic, et juste à faire de l'imagerie, et juste à faire, comment dire, euh, du putaclic, tu vois, en faisant des vidéos opportunistes pour parler de sujets ou pour parler de films qui sont pas forcément, comment dire, dans leur centre d'intérêt à la base, quoi. Mais ils vont quand même en parler parce que ça fait du clic pour leur chaîne. Moi, si tu veux, bon, c'est vrai que moi j'avais parlé de films pourris que je voulais voir et que je savais qu'ils étaient pourris comme La Cage de Netflix, enfin la série, voilà, et Pattaya de Frank Gastambide. Mais en fait, c'était fait exprès pour justement démontrer à quel point c'était de la merde et à quel point Frank Gastambide c'était n'importe quoi ce qu'il faisait en cinéma. Et c'était pour démontrer aux gens qu'il ne faut pas regarder ce genre de mec-là. Déjà que maintenant Gastambide il est relié il est relié à des affaires d'agression sexuelle. Bref, c'est pas vraiment le sujet, mais c'était la parenthèse que je voulais faire. C'est vrai que parfois je faisais exprès de parler de films mauvais que je voulais pas regarder,
mais au moins, ça m'a permis en même temps de vous recommander d'autres films meilleurs et de surtout pas aller voir les films que je critiquais négativement, quoi. Donc voilà. Bon, maintenant j'ai un peu changé de virage dans le sens où je parle de films qui sont mauvais ou bien, dans le sens où c'est selon ce que j'aurais vu, selon ce que j'aurais voulu voir à la base. Si le film est mauvais, je le dirais, et si le film est bien, je le dirais aussi, tout simplement. C'est ce que j'ai fait avec Ballerina depuis toute façon. Bref, c'était la partie que je voulais faire par rapport à tout ça. Je préfère être clair. Là où certaines personnes dans le YouTube pop culture, cinéma, tout ça en France sont beaucoup trop bon public, acceptent beaucoup trop facilement comment sont faits les films, tout ça, et comment dire, sont pas forcément négatifs à certains moments, quoi. Et parfois, ils essayent d'être un peu malhonnêtes et un peu langue de bois quand ça va, on va dire, dans leur sens. Je m'explique dans le sens où, quand ça va dans leur sens, quand c'est, comment dire, des critiques positives sur ce qu'ils font, sur des centres d'intérêt qu'ils font, en fait, ils vont être positifs que sur leur centre d'intérêt à la base. Et quand un truc va leur plaire, en fait, ils vont être 100% positifs, ils vont même pas se remettre en question, ils vont même pas faire la part des choses. Alors que certaines personnes, en fait, par exemple, voilà, peuvent aimer des trucs ou peuvent moins aimer des choses. Mais en fait, si tu veux, ces gens-là qui sont beaucoup trop positifs, en fait, quand ils vont pas aimer des choses dans le cinéma, ils vont être forcément négatifs à 100%. Soit c'est l'un ou soit c'est l'autre. C'est beaucoup trop binaire, j'ai envie de te dire. Donc c'était le coup de gueule que je voulais faire passer. Certaines personnes que je cite indirectement se reconnaîtront. Il y en a d'autres aussi qui font du travail respectable et qui, voilà, je m'en fous de ce qu'ils ils peuvent dire ce qu'ils veulent par rapport à leurs opinions, je respecte. Mais après, voilà, c'est l'entre-deux que je voulais quand même dire en termes de coup de gueule, malgré tout. Bref, on va lire le synopsis de James Gunn. Et vous allez comprendre à quel point c'est le foutage de gueule absolu. Vous allez comprendre. L'été prochain, DC Studios et Warner Bros. Pictures vous invitent à découvrir une nouvelle vision du tout premier super-héros moderne réalisé par James Gunn. Je ne déconne pas, ça c'est vraiment le début du synopsis, entre guillemets. Pardon, ils appellent ça un synopsis. Avec son style unique, hein, t'as compris? James Gunn nous livre un film spectaculaire, drôle et touchant, et dresse le portrait d'un Superman animé par la compassion et guidé par une foi inébranlable en la bonté humaine. Comment tu veux être crédible en tant que réalisateur quand tu te lustres toi-même et quand tu montres aux gens que tu as un petit ego surdimensionné, que en fait tu vas sucer par égocentrisme ton projet, et qu'en réalité tu vas même pas essayer de résumer furtivement l'histoire. Tu vas juste te dire, moi je fais un travail parfait, mon film il est spectaculaire, il est drôle, il est touchant, machin truc. Voilà, c'est un grand récit sur la dignité humaine, machin. C'est... En fait, tu ne parles même pas de ton histoire, frérot. Tu ne parles même pas du scénario. C'est quoi ces conneries de ta part, James Gunn? Frérot, grandis un peu. On sait tous que t'es un petit arrogant et que par rapport aux incels, par rapport aux haters sur internet, hein, tu veux inclure des éléments dans un film Superman, dans un univers d'ici, qui n'a pas besoin de ce genre de sujet-là, bordel de merde. Littéralement. On a bien vu avec les Gardiens de la Galaxie 3 que t'as voulu mettre en avant la maltraitance animale dans un film Marvel, dans un film Gardien de la Galaxie, parce que juste Rocket Raccoon, c'est un putain de raton laveur et tu voulais le mettre en avant comme ça. C'est pas comme ça qu'il fallait faire, frérot. Rocket Raccoon, ce qu'on voulait voir de Rocket, c'est qu'il tire dans tous les sens, qu'il soit arrogant, qu'il soit, comment dire, sarcastique et qu'il flingue des extraterrestres de partout, de l'aventure spatiale du Star Wars avec Marvel. C'est ça qu'on voulait voir, bordel à couille. Espèce de petite bite de ce côté, j'ai mis la fripouille. Putain, j'ai été sympa pour la vidéo où tu fais tes reshoots, mais là, tu nous fais un synopsis, excuse-moi, en fait, tu parles même pas du film. Même Adam Wingard, et c'est ça qui est fou, je vais comparer avec Adam Wingard, même si Adam Wingard, il n'est pas exemple de défaut non plus quand il s'agit réellement de faire des résumés un peu foireux enfin, voilà, de Godzilla X Kong. Voilà, même si tu vois, Adam Wingard, il essaye de résumer à sa manière. Faut savoir un truc, c'est que le synopsis, il est toujours écrit pour présenter au producteur le scénario. Le pitch est toujours, et le synopsis est toujours écrit par le réalisateur en question du film. Bref, voilà. Vous allez comprendre ce que je veux dire par rapport à Adam Wingard et par rapport à Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Même si le sujet est un peu mensonger de la part d'Adam Wingard, t'as au moins l'essence, on va dire, de l'univers et l'essence de l'histoire et l'essence, on va dire, du lore, tout simplement.
même si vous allez voir que c'est un peu mensonger, mais au moins il y a l'histoire qui est résumée par rapport à Diamond Guard. Donc du coup, pour Godzilla X Kong, le nouvel empire, le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla unissent leurs forces contre une terrible menace, ce qui est dans le film d'ailleurs, encore secrète, qui risque de les anéantir et qui met en danger la survie même de l'espèce humaine. Godzilla X Kong, le nouvel empire, remonte à l'origine des deux titans et au mystère de Skull Island. Bon, ça, c'est un peu mensonger, même carrément mensonger, on ne voit pas du tout ça dans le film, tout en révélant le combat mythique qui a contribué à façonner ces deux créatures hors du commun et lier leur sort à celui de l'homme pour toujours. Bon, c'est vrai qu'il y a cet élément, certes, de flashback, où on dit que sur les peintures machin, t'as Rebecca Hall qui explique en gros que les Godzilla étaient en guerre contre les singes géants et qu'ils ont défoncé Scar King, qu'ils ont envoyé dans le centre de la Terre, dans la Terre creuse, machin. Ok, d'accord. Emballer, c'est peser, même si c'est, comment dire, un peu résumé de manière. Ici, c'est résumé, on va dire, un peu survolé. Et on s'attendait. Et quand tu lis un truc sérieux comme ça de synopsis, tu t'attends à quelque chose d'un peu plus ambitieux et d'un peu plus développé. Ce que tu n'as pas forcément dans Godzilla X Kong, mais au moins ils essayent de parler de l'histoire. Ils essayent de remettre un peu des éléments, de les ressortir un peu quoi. Là, avec James Gunn, il n'y a rien de tout ça. Le mec, Jimmy Lafripouille, il n'a rien compris sur comment faire un synopsis de putain de film. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, putain. C'est ça qui est fou. Non, mais pas, c'est qu'il a compris, mais il essaye de troller. Parce que James Gunn, il ne vit que pour le troll. Il ne vit que pour se moquer, littéralement, de ce qu'il fait, des trucs populaires qu'il prend. Et il veut comment dire, les embourber dans son arrogance, dans son égocentrisme total, pour se faire un jour et pour se faire une culture, on va dire, prétentieuse ou même cynique et, comment dire, égocentrique et égoïste de sa part, en fait. Ce mec-là, il représente littéralement l'égoïsme et le troll et l'irrespect total et l'insulte gratuite, euh, l'irrespect, la zéro remise en question, le manque de remise en question en tout cas. Enfin, c'est un cauchemar. Donc, les gars, moi, ce que je peux dire en conclusion, je vais essayer de conclure la vidéo, c'est que Gunn, franchement, on le sait, il le sait que ça nous énerve, mais il continue en fait. Il veut pas suivre les règles. Il veut pas suivre les règles dans le sens où, si tu veux, et ça j'en ferai des critiques bien sûr sur ma chaîne, quand tu vois les réalisateurs comme Zack Snyder qui ont fait un film Superman, au moins Snyder il s'est outrepassé, on va dire, comment dire, il a mis de côté on va dire, son ego de réalisateur pour comment dire, avant tout faire un film Superman crédible, sans les ralentis, tout ça. James Gunn, dans ce résumé, il nous montre littéralement qu'il en a rien à foutre et qu'il veut juste faire son délire à lui seul. C'est pour ça qu'il dit c'est spectaculaire dans le machin. Déjà, même quand tu vois les images, le spectaculaire, tu vois, c'est tellement téléfilm et puis tu sens le manque d'impact, tu sens le manque d'enjeu. En fait, vous savez quoi, je vais finir la vidéo avec le synopsis de Man of Steel qui résume réellement bien le film en lui-même de Snyder. Donc voilà. Synopsis de Man of Steel. Et quand on sait que Man of Steel c'est un film qui se veut réaliste et crédible sur Superman, donc le résumé que je vais vous lire, le synopsis, enfin le pitch pardon que je vais vous lire, c'est totalement normal. Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur Terre. Plus tard, il s'engage dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de la destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité. C'est littéralement l'espoir, le courage, la vaillance, la maturité, le parcours initiatique, c'est ça Superman. Là, James Gunn, il fait son égocentrisme en disant ouais, mais regardez, mon histoire elle est incroyable, elle est touchante, machin. Oh là là, DC Studio et Warner Bros. Vous présentent une histoire incroyable sur le super-héros moderne de Superman, blablabla, ce genre de conneries là, tu vois. Qui sont un embourbage, on va dire, de paroles en l'air, si tu veux. Là où, si tu veux, bah, je suis obligé de comparer avec Snyder parce que Snyder est un meilleur. En fait, Snyder est un réalisateur de films, tu vois, un vrai réalisateur comparé à James Gunn. Et en fait, la preuve en est que Zack Snyder, il a fait un résumé, réellement, sur son film. Il a fait un pitch, littéralement. Adam Wingard, même si c'est un peu faussé, un peu factice son synopsis en question, il a à peu près quand même résumé certains éléments qui
était crédible et qui était dans le film dans son film de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Et c'est fou parce que je défends Adamungard alors qu'à la base je lui crachais dessus, je lui manque, j'avais aucun respect pour lui dans le sens où il avait fait n'importe quoi à la base avec la licence pour moi. Même si tu vois, Adamungard, il n'est pas non plus exemple de défaut, il est du genre, si tu veux, même s'il est connaisseur et fan de ces univers de Godzilla, le mec, si tu veux, il est du genre à avoir, comment dire, à avoir une certaine prétention et à avoir une sorte de petit ego, quoi. Et avoir une sorte de. Comment dire. Un peu contradictoire et un peu hypocrite aussi, ce que je veux dire, surtout par rapport à certains éléments qu'il pouvait dire sur sa cinéphilie et par rapport à sa façon de faire des films. Quand on revoit les reshoots qui ont été faits sur Godzilla X Kong. Donc voilà, je vous remettrai en lien en description une ancienne vidéo que j'avais faite où Adam Wingard était un peu en langue de bois par rapport à un élément important sur Godzilla X Kong, une scène qui a été retirée au final, sur une créature qui n'était pas dans le film en question, une créature qui a été remplacée par Mothra dans le Nouvel Empire. Bref, petite parenthèse que je voulais faire, même si Adam Wingard, en termes de côté monstre, il n'est pas mauvais, mais que côté réalisation et côté direction d'acteur, c'est mauvais, il n'y a rien à redire, c'est une catastrophe. Même en écriture de personnages humains, il a fait exprès, mais c'est une honte et franchement, même quand tu vois la réaction des personnages à certains moments. En fait, pour revenir sur un élément important de Adam Wingard dans le Nouvel Empire, en gros, à un moment, tu as les humains qui sont dans le clan des Inuits, tu vois, enfin oui, des Ewi, enfin voilà, les indigènes là, dont fait partie la gamine qui est malentendante et sourde. Donc voilà. Et en gros, à la base, tu as la gamine qui peut lire dans les pensées, qui peuvent voir les pensées des autres personnes, enfin des gens, enfin non, qui peut parler dans sa tête, pardon, et qui peut voir les pensées des autres personnes de son clan et de sa tribu et de son ethnie, les Ewi en fait, qui faisaient avant partie de Skull Island. Et en gros, voilà, t'as un moment, t'as les Ewoks qui commencent à prendre la gamine, et en fait, t'as tout le monde, voilà, toute l'équipe des gentils, avec Brian Taylor Harry, avec Dan Stevens et Rebecca Hall qui commencent à gueuler sur les indigènes en mode ouais, qu'est-ce que vous faites, putain, vous prenez pas les gamines, machin. Alors qu'en fait, au lieu qu'il y ait cette exposition inutile, vraiment, où les personnages sont en surjeu, enfin que les acteurs sont en surjeu et que ça devient incohérent et que ça en devient ridicule, et que ça devient, comment dire, un peu brusque pour rien, ils auraient pu juste mettre une scène tranquille, au lieu que ça soit un capharnaüm de confusion, genre la scène où t'as une indigène qui s'approche de la gamine en fait. Déjà que la mère la mère adoptive de la gamine, elle est au courant de comment marche la gamine et de quel peuple elle fait partie. Et voilà. Et en gros, voilà, ça aurait pu juste être la gamine qui essaye de calmer sa mère pour lui dire tout va bien, enfin tout va bien maman, et en gros, puisqu'elle est capable de lire dans les pensées de ses autres congénères, on va dire. Et donc il n'y aurait pas eu toute cette confusion, puisqu'elle peut lire directement les pensées et les paroles des indigènes en question. Donc c'est incohérent, tu vois, par rapport au côté humain. Quand on dit que ça n'a pas beaucoup de sens, bah frérot, excuse-moi, certains qui disent ça sur internet, ça n'a pas beaucoup de sens, bah oui, c'est même pas que ça n'a pas de sens, c'est que en fait, c'est fait exprès, littéralement, pour se foutre de ta gueule, pour te manquer de respect, parce que côté humain, dans ces films à Damungard, en fait, il manque cruellement de respect par rapport à ses spectateurs sur le côté humain. Quand on voit son film aussi oui, parce que j'ai un peu vrillé, on va dire, sur une autre partie sur une autre partie, on va dire, critique sur Adam Garde. Je le mettrai en miniature et en titre de vidéo, vous m'excuserez. Donc du coup, ce qui me plaît pas avec Adam Garde, c'est que le frérot, il va faire des films comme The Quest ou même Death Note de Netflix, où vraiment les personnages humains vont pas forcément fonctionner avec la cohérence de leur univers et vont tout de suite s'emporter, vont tout de suite paniquer, vont tout de suite réagir d'une manière complètement absurde sur le moment même, alors que littéralement, en fait, il devrait réagir de telle manière pour que ça soit plus cohérente. Et quand je vois Dan Wingard essayer dans The Quest faire jouer Dan Stevens, enfin même pas, non, pas Dan Stevens, mais Lance Reddick, pas à son âme, Lance Reddick qui en fait essaye de traquer le méchant militaire cloné, je sais pas quoi. T'as Lance Reddick qui est censé, avec sa carrure, sa prestance, être un homme calme, posé, mesuré
rechercher tranquillement, on va dire, pas tranquillement, mais rechercher avec stratégie Dan Stevens, le méchant, du coup, le méchant soldat. T'as Alan Sadiq qu'à un moment donné qui va gueuler de manière colérique, tu vois, mais ça colle tellement pas à l'acteur, ça ne marche tellement pas. Là où tu vois, Chad Stahelski, il a complètement compris, littéralement, que en fait, Lance Reddick, c'est une personne qui est calme, c'est une personne qui est posée, littéralement. Et c'est pour ça qu'il l'a mis dans le rôle de Charon dans les John Wick. C'était cohérent par rapport à sa prestance, à sa classe et par rapport à son calme, littéralement quoi. Là où, si tu veux, Adam Wingard, en fait, il va mettre juste les acteurs qu'il aime, mais en fait, il va les faire jouer des moments, il va leur faire jouer des moments qui n'est pas crédible forcément avec leur jeu d'acteur. C'est comme si tu veux, Sylvester Stallone, je le faisais jouer dans un film musical où il était, comment dire, un chanteur, comment dire, un rappeur, quoi, un chanteur voilà, un rappeur tout simplement. Ou comme si je faisais jouer, je sais pas, moi, Brad Pitt, on va dire, Brad Pitt, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est comme si je faisais jouer Brad Pitt, comment dire, je sais pas moi, un mime une sorte de mime sur Paris. En fait, non, même pas. Voilà où je pourrais, comment dire. C'est comme si je faisais jouer Vin Diesel, pour trouver les bons exemples. C'est comme si je faisais jouer Vin Diesel, on va dire le rôle, on va dire, comment dire, le rôle, on va dire, pour être précis dans les exemples que je vais donner. Vin Diesel, un rôle où vraiment ce serait genre le mec qui serait, comment dire. Ah, c'est compliqué parce que Vin Diesel, il a un jeu vraiment éclaté au sol. Il a vraiment un jeu éclaté au sol, il est tellement passif. C'est comme si je le faisais jouer un rôle expressif comme, je sais pas moi, comme, oui, voilà, un mime. Ou même, voilà, où il pourrait jouer des différentes expressions faciales. Euh, enfin voilà, là où Brad Pitt c'est cohérent, Vin Diesel, tu vois, il pourrait jouer plusieurs expressions faciales. Ou il pourrait jouer, je sais pas moi, un informaticien, enfin. Ou il pourrait jouer aussi, comment dire, je sais pas moi. Enfin, il est tellement. En fait, c'est ça en fait, c'est que Adam Wingard va prendre un acteur qu'il aime, mais il va le mettre dans un rôle où, si tu veux, parce que c'est son acteur préféré, mais il va le mettre dans un rôle où, en termes de jeu d'acteur, c'est pas forcément cohérent quoi. Voilà, c'est comme si je mettais Vin Diesel, on va dire, dans un rôle. Ouais, dans un rôle de chanteur ou dans un rôle. Déjà qu'il chante super mal, Vin Diesel, il chante tellement mal qu'il a une voix de casserole et que sa voix elle est insupportable, même avec sa voix cassée, tu vois. Déjà que quand tu vois que lui, taillé, il a pas de surpomper Vin Diesel, qu'il a juste, comment dire, engagé pour Fast and Furious 10 en tant qu'Yesman, tu vois. Si tu veux, Lulu Terrier, pour te montrer à quel point il surpompe les autres, Lulu Terrier, il dit carrément que Vin Diesel, il a une belle voix quand il chante. Excuse-moi, frérot. Oh, Louis, tu te réveilles un peu? Vin Diesel, non seulement tu dis que c'est un bon acteur, mais qu'en plus c'est un bon chanteur. Enfin, t'as dit surtout que c'était un bon chanteur, un très bon chanteur. Mais Dwight Johnson, il sait chanter, lui au moins. Mais, enfin, voilà, c'est comme si je mettais Vin Diesel dans le rôle d'un cuisinier, tu vois. Et même Jason Statham dans le rôle du cuisinier, ce serait tellement plus cohérent parce que Jason Statham, tu vois, il y a toujours le même style de scénario dans ses films, mais au moins Jason Statham, il sait se battre. Quand il fait le mec vénère et sérieux, au moins il est cohérent par rapport à ça. Il va pas, comment dire, Jason Statham se mettre dans le rôle, on va dire, d'un clown, si tu veux, tu vois. Il va pas être dans le rôle, on va dire, d'un mec amusant, d'un mec de la galerie qui fait rire les gens, tu vois. Ou il va pas être non plus dans le rôle d'un majordome, ce qui est stupide. Enfin, il y a tellement d'exemples comme ça sur lesquels je veux attaquer Adam Wingard. Et juste un dernier point sur Death Note de Netflix, qui est une merde infâme. C'est la parenthèse que je fais sur Death Note. J'ai pas encore fini le manga et j'ai pas encore regardé complètement l'animé, vous m'excuserez. Euh, le moment où tu as Light, Lagami, qui en fait rencontre, on va dire, Ryu, enfin Ryo, qui a super peur de lui avec tous les trucs bizarres qui se passent dans sa classe là, avec toutes les tables qui se retournent, machin. T'as le mec à un moment donné qui va se gigoter comme un con, comme un autiste ultra cliché, tu vois, alors que le personnage est même pas autiste à la base dans le film en question, et il va se cacher derrière les tables, ou se cacher derrière, on va dire, des fioles de physique chimie,
puisqu'en plus, si je dis pas de conneries, il est dans une classe de physique-chimie, et le mec se cache directement dans des endroits où il pourrait où il pourrait se couper, des endroits où il pourrait littéralement se faire mal, au lieu de tout simplement, on va dire, rester calme, mais il va s'agiter comme une fangirl japonaise, mais de manière ultra cliché pour te dire à quel point Adam Wingard, si tu veux l'insulter, enfin l'insulter c'est bon, à la limite ça on peut, mais l'insulter lui directement, mais le menacer de mort, lui dire toutes ces choses-là qui ont été faites, c'est honteux, certes, évidemment c'est complètement honteux, faut pas faire ça les gars. Même quand j'ai fait les clashs en question, je vous disais toujours de ne pas aller insulter les personnes en question que j'avais clashé dans mes vidéos en question, mais voilà, Adam Wingard, il a vraiment cette contradiction, vraiment. Il va adapter un élément, même un élément japonais, mais il va le rendre, on va dire, ridicule et il va trahir, on va dire, l'essence de matière grise, on va dire, de l'univers et de la licence japonaise à la base. Ce qu'il a fait avec Death Note, rendant l'univers de son film complètement ridicule, même s'il prend quelques deux trois éléments comme la position de L quand il, pardon, excusez-moi, quand il est assis, ok, je veux bien, mais sinon, t'as elle à un moment donné, alors que c'est pas le personnage qui va braquer son flingue sur Light et qui va gueuler comme un malade mental, qui va s'emporter violemment, qui va s'emporter de colère, tu vois, ce qui n'est pas du tout, ce qui est complètement out of character du personnage, donc je suis désolé. Un concept comme Death Note, c'était justement le truc qu'il fallait pas rendre cliché, quoi. Et c'est ça le problème avec Adam Wingard, c'est qu'il va prendre une licence où où il va faire un film original les personnages vont être souvent, où les personnages vont être souvent clichés et souvent incohérents et souvent caricaturaux dans le côté humain, quoi, je veux dire. Là, dans le côté monstre, si tu veux, dans le côté monstre de ces films du Monsterverse, là, il assume que le côté monstre, c'est le côté le plus intéressant et le plus cohérent. Là où le côté humain, il fait exprès, voilà, il fait exprès de faire du troll, il fait exprès de faire du cynisme, quoi. Alors que c'est pas du tout ce qu'il fallait faire avec Death Note, quoi. C'est encore moins Death Note, tu vois. Et même la fameuse scène dans le film Death Note avec Watari, où t'as Watari qui dit devant tout le monde, ah ouais, je suis Watari, machin. Alors qu'en fait, le truc, c'est que t'as juste Light qui a écrit le nom de Watari, pas le nom complet, mais grosse incohérence par rapport au Death Note qui est un cahier où tu dois écrire tout le nom complet de la personne, le nom réel complet de la personne pour justement que cette personne meure. En fait, aux oubliés de cette cohérence, on la dégage dans le film en question. Et t'as même un moment où t'as Ryuk provoque Light en lui disant ouais, si tu écris mon nom, blablabla, oh là là, sur le Death Note, jamais plus d'une personne, enfin personne n'a pu réussir à écrire mon nom complet, on va dire, dans le cahier, machin. Et en fait, quand ce qu'on voit, que Ryuk, il y a le nom complet de Ryuk qui est écrit dans le cahier, quelques secondes, enfin quelques scènes après. C'est tellement de l'incohérence. Le fait que Mia, enfin le personnage de Misa dans le manga, enfin voilà, à travers le personnage de Mia, on va dire l'adaptation américaine, même le personnage elle est complètement folle dingue, elle est complètement hystérique, elle est complètement, comment dire, ouais, folle dingue, trop accrochée à l'acte, mais c'est vraiment une romance en plus cliché d'adolescent. Il y a vraiment tous les clichés, on va dire, des années 80 dans ce film Death Note, ce qui ne colle absolument pas à l'univers Death Note. En fait, ils auraient pu faire un univers moderne, que ça se passe n'importe où dans le monde Death Note, parce que on peut se dire que Death Note, ça peut se passer n'importe où, tu vois. Ça peut arriver n'importe où et que le carnet du Death Note peut tomber n'importe où sur Terre. Et que n'importe qui peut le récupérer, n'importe qui peut faire justice, tout simplement. Mais ils ont même pas compris ça. En fait, ils ont fait une romance cliché où ces deux ados paumés qui font n'importe quoi de leur life. T'as même pas l'affect sur Light qui est un super génie du mal, qui est super intelligent, machin. T'as même pas cette confrontation psychologique dans le film Death Note que j'avais vu il y a très longtemps sur Netflix. Enfin, pour vous dire, c'est lamentable, quoi. C'est lamentable. Et James Gunn, bon, Adam Wingard, je l'excuse juste pour le Monsterverse, le côté monstre. Après, Adam Wingard, au final, ce que je vais dire, c'est que c'est un yes man, c'est un faiseur, il ne sait pas faire du cinéma. Quand on voit surtout son film The Quest, où en fait, t'as carrément, on va dire, les parents, on va dire, d'un soldat qui est mort, mais qui accueille bizarrement Dan Stevens, qui prétend être, on va dire, l'un des vieux potes, on va dire, de leur fils, machin, quand ils étaient tous les deux dans l'armée. Et en fait, ils vont le laisser entrer comme ça, ils ne le connaissent pas personnellement, ils l'ont pas rencontré dehors, ils l'ont pas plus connu que ça, ils le laissent dormir un soir chez eux. Et forcément, t'as forcément le Dan Stevens qui commence à buter tout le monde, machin. Et en fait, voilà, ça fait une sorte de sous-Terminator. Et en fait, il est toujours vivant, machin. Ça fait une sorte de fin ouverte à la fin où t'as Michael Monroe qui va voir justement que le cadavre est toujours en vie après le fait qu'ils aient essayé de le tuer à la toute fin. Mais enfin, grosse fin ouverte avec de la musique pop des années 80.
C'est tellement grossier son cinéma Adam Wingard que vraiment, quand il fait pas du côté monstre, quand il respecte pas le côté fun des films Godzilla, on va dire dans le côté, on va dire, le côté, on va dire, monstre, partie monstre du Monsterverse, quand il fait de l'acting avec, quand il fait du travail d'acting avec de vrais acteurs, dans des concepts comme ça, le frérot, il est très bas, il est très très bas en termes de mentalité, il est très très bas en termes de logique dans sa façon de faire les films, quoi. Et dans la cohérence, et niveau cohérence, c'est une vraie cata. Mais voilà, Adam Woodgard, pour moi, c'est l'un des pires réalisateurs qui a jamais, qui a jamais, qui a jamais eu, qui a jamais pu, c'est enfin tout simplement l'un des pires réalisateurs dont j'ai pu voir les films, on va dire. Donc voilà, c'est vrai que peu à peu j'ai commencé à excuser le Monsterverse parce que quand tu vois le Monsterverse, c'est que avant tout les Godzilla x Kong et les Godzilla vs Kong, c'est des films de Yes Man, c'est avant tout des films de Warner Bros et de Legendary, avant tout et pas vraiment des films de Adam Wingard parce que tu sens qu'Adam Wingard il est pas vraiment inspiré en termes de réalisation, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cet énorme coup de gueule sur James Gunn. Pour moi, James Gunn, quand on voit le reste de son cinéma, on peut dire que James Gunn, à un certain moment, il peut être pire, mais il est juste meilleur, on va dire, juste pour un film, c'est Les Gardiens de la Galaxie 1, tout simplement, comparé à Adam Wingard. Mais Adam Wingard, on va dire, la demi-mesure, c'est qu'il y a juste le côté Monsterverse qui marche, hein, le côté monstre, mais le reste, c'est haché dans son cinéma. James Gunn aussi, c'est haché, à part le bruit Gardien de la Galaxie pour lui. Donc voilà, j'ai envie de te dire, c'était le coup de gueule complet que je voulais donner par rapport, on va dire, à ces deux réalisateurs-là. Je devais faire la synthèse par rapport à ça. J'ai un peu improvisé aussi, au final pour comment dire, revenir sur un sujet principal, on va dire, un sujet que je vais réintituler et dont je vais faire une vraie miniature par rapport à celui que j'aurais abordé dans la vidéo. Mais bon, voilà, les amis. Voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces réalisateurs. Est-ce que vous appréciez leur cinéma? Est-ce que réellement vous pensez comme moi que c'est des réalisateurs à la con qui font n'importe quoi avec le cinéma et qui sont incohérents par rapport à ce qu'ils ont à représenter à la base dans leur film? Ou est-ce que vraiment, vous pensez que j'exagère? Et expliquez-le moi avec des arguments et bien sûr avec aussi le respect de mon opinion à moi, comme moi je pourrais aussi respecter votre avis s'il est bien construit, évidemment. Donc voilà les amis ce que je voulais dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à la prochaine. Salut à tous, c'était Rafi.